Bonjour à tous, c'est Loïc, chez le Home Cinéman. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de moi-même, car il s'agit de ma vidéo sur mon top 10 des films sortis en 2023 en France, que ce soit sur les plateformes de streaming telles que Disney+, Netflix, ou au cinéma, qu'ils soient grands ou petits budgets, grands acteurs reconnus ou petits acteurs méconnus. À savoir que ces films sont dans mon top de l'année, donc c'est un avis subjectif. Pour en voir plus, n'hésitez pas à aller voir mon compte Sens Critique qui sera indiqué en description de la vidéo. On remercie Valentin. À savoir que il n'y aura pas d'ex-aequo dans ce top. Il y aura peut-être des ex-aequo dans une prochaine vidéo parlant de nos sous-merdes de 2023. Et évidemment, je ne vais spoiler aucun film. Le but, c'est de vous les vendre pour vous intéresser, pas de vous les spoiler. Il n'y a aucun intérêt à ça. Donc, on va commencer tranquillement avec des films qui sont aux portes du top 10. On va commencer par Winter Break. Winter Break traite de vacances de Noël, évidemment, dans lesquelles un enseignant d'histoire ancienne va devoir surveiller pendant cette période de vacances des étudiants qui sont pensionnaires à l'internat, dans un lycée un peu huppé américain. Et cet enseignant en particulier n'est aimé ni des élèves, ni de ses collègues, c'est-à-dire qu'il n'est aimé de personne en soi, même pas de son proviseur qui a été un ancien élève à lui, c'est pour dire. Donc c'est enseignant doit surveiller des élèves pendant ses vacances, sauf qu'il se retrouve très vite tout seul avec un élève en particulier et Marie, qui est la dame de cuisine, et on voit tout ce développement au long du film de leur relation, notamment entre l'élève et l'enseignant. Ça devient presque une relation père-fils en fait, un petit peu. C'est vraiment ce qui est intéressant dans le film. J'aime beaucoup la mise en scène qui a été mise en place, notamment comme je l'ai évoqué juste avant, la relation qui se développe au niveau de l'enseignant et de l'élève, mais également au niveau de Marie, et on aborde beaucoup cette relation de la réussite, les amours également, que ce soit au niveau du point de vue de l'enseignant, au niveau de l'élève, et également de Marie, et c'est vraiment très intéressant. Et sans l'aide de Valentin, je ne serais jamais allé le voir, car Valentin m'a dit vas-y viens on va le voir et tout, ça a l'air sympa, en plus il est nominé aux Golden Globes. Sans Valentin je l'aurais jamais vu, et je pense que je n'aurais pas su ce que j'avais loupé, mais maintenant je sais ce que j'ai gagné, et c'est un très bon film. Et d'ailleurs Paul Giamatti, donc l'enseignant d'histoire ancienne, a été récompensé aux Golden Globes très récemment, et donc c'est pour dire que je ne suis pas seul à être tombé sous le charme de ce film. On va donc passer à la suite, car le plus important est à venir. On va passer donc ensuite avec Nimona, un film d'animation sorti sur Netflix en avril si je ne me trompe pas. C'est un film que Valentin n'a pas aimé, donc c'est pour ça que j'en profite d'en parler pour moi. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui mélange à la fois un univers qui me tient à cœur, donc l'univers un peu médiéval, fantasy, et l'univers hyper technologique. C'est-à-dire que dans cette société où se déroule l'histoire, nous avons encore ce système féodal, une reine, des chevaliers, etc. avec leurs épées, et nous avons également une société qui est hyper développée technologiquement, c'est-à-dire que beaucoup utilisent des tramways pour se déplacer, ou même des vaisseaux pour voler un petit peu, etc. Mais ils utilisent toujours ce système un peu de légende arthurienne, etc. Pour que la société tourne bien. Et j'ai même retrouvé une ressemblance avec l'animé, même le manga l'Attaque des Titans, où les gens vivent clos dans un endroit en particulier entouré de murs qui sont énormes pour soi-disant les protéger. Donc Nimona traite de Ballister et de Nimona qui souhaitent obtenir justice suite à un événement tragique qui a lieu dans les 5 premières minutes du film, tout simplement. Sauf que Ballister cherche vraiment la justice, tandis que Nimona cherche à tout simplement brûler tout ce qui se bouge, et à limite à quasiment en fait créer le chaos pour tout le temps, etc. Et on voit leur relation qui se développe au fur et à mesure, que ce soit en bien ou en mal justement, notamment grâce au pouvoir de Nimona qui sont indiqués dans la bande-annonce. Elle peut se métamorphoser en différents animaux, etc. C'est vraiment intéressant, et la manière dont c'est traité avec des sujets sérieux tels que par exemple l'homosexualité dans le film, notamment entre Ballister et le chevalier qui est chargé de le rechercher tout simplement, et même d'autres thèmes très importants que vous verrez vous-même dans le film. En plus de ça, pour terminer, j'ai beaucoup aimé l'animation qui a été faite en 3D, et j'ai beaucoup aimé les dessins en général en fait. Donc c'était vraiment un film que je trouve sympathique, vraiment très sympathique. Vous verrez que j'ai mis une petite note 6 sur 10 sur Sens Critique, mais allez le voir, vous verrez vous-même. On va passer à la suite.
Donc, à la porte du top, nous avons également le grand magasin. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment sortie, le garçon le héron, mais j'en reviendrai un peu plus tard, je préfère regarder mes animés en VO STFR. Oui, c'est clair, et c'est encore une fois un bon exemple de regarder les films en VO STFR. Ce film en VO était vraiment top de chez top. Donc c'est l'histoire de Akino, qui est une concierge dans le grand magasin. Et une concierge, c'est quoi au juste? Et ben en fait, un concierge, c'est une personne qui va répondre aux besoins des clients, répondre à leurs questions concernant leurs souhaits, concernant leur volonté d'acheter des choses en particulier en fonction de leurs souvenirs, en fonction de besoins spécifiques en fait tout simplement. Et on voit justement les débuts d'Akino qui est suivi par un manager assez étrange, car on remarque justement grâce au manager cette petite touche humoristique japonaise assez extravagante où son manager l'espionne en fait. Il apparaît d'un coin du mur, dans un lavabo, choses comme ça. On se dit mais le mec est vraiment partout. Et c'est vraiment intéressant. Donc on suit les débuts d'Akino sous forme de petites aventures auprès de clients... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Les clients du grand magasin sont des animaux, qu'ils soient des animaux quotidiens, donc des chats, des chiens, etc. Même des animaux portés disparus. Et c'est grâce à cette 2D incroyable, je trouve, qu'on arrive à donner vie justement à des animaux comme ceux-ci. Notamment Akino rencontre un mammouth. Jamais je pensais voir un humain rencontrer un mammouth depuis l'âge de glace. Et c'était vraiment intéressant, très touchant, très touchant. Si jamais vous aimez bien ce genre d'animation, ce genre d'histoire, c'était vraiment intéressant. En plus de ça, c'était un bon film de Noël, car le film se déroule pendant la période de Noël, comme Winter Break. Moi qui n'aime pas d'habitude les films de Noël, bah là pour le coup j'étais plutôt bien. Très bon film d'animation, la 2D est vraiment incroyable, la musique est vraiment juste parfaite, elle est jamais trop présente. Les histoires sont vraiment assez intéressantes aussi, assez touchantes, mais malheureusement ça ne suffit pas pour intégrer le top 10. On va donc passer au prochain film qui touche de près le top 10, mais qui n'en est pas encore. Il s'agit de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc Donjons et Dragons, de quoi ça parle? Eh bah écoutez, déjà pour la petite histoire, Donjons et Dragons c'est un jeu de rôle qui a été popularisé un petit peu plus dans les dernières années grâce à la série Stranger Things. Ça a été remis un petit peu au goût du jour pour ceux qui ne connaissaient pas, ça les a fait découvrir un peu cet univers, mais à la base c'est un jeu de rôle. Et Donjons et Dragons s'inspire justement de cet univers pour créer des aventures, notamment avec un barde, un barbare, il y a un magicien de pacotille, une druide, et une sorcière maléfique, évidemment, sinon il n'y aurait pas de méchants. Et voilà, donc c'est vraiment tout, il y a même des paladins, je me souviens bien. C'est vraiment plein d'ensemble de personnages de ce jeu de rôle dans vraiment tout cet environnement de jeu de rôle qui fait que c'est un très bon film. Et ce film, au juste, il s'agit du barde qui est accompagné du barbare, justement, qui est sa meilleure amie, Olga, et ils doivent récupérer la fille du barde, justement, et pour cela, ils doivent monter une équipe pour la récupérer, tout simplement. C'est un film vraiment déstabilisant car on a vu l'abondance avec Valentin, on s'est dit, mais c'est quoi ce film? Ça va être un film très ennuyeux par l'humour à gogo, vraiment un humour à la Marvel très naze, et pourtant on n'a pas été déçus. Le ton de l'humour était vraiment top, ni trop peu, c'était vraiment bien placé. L'univers fantaisiste et médiéval était vraiment au rendez-vous à chaque fois. J'ai eu aucune déception visuelle ni au niveau de l'histoire ni autre, et c'est vraiment un très bon film avec de bons acteurs, je trouve. Même si au début j'étais pas fan de Chris Pine, là pour le coup il était plutôt bon acteur. Sachant en plus que, comme je l'ai dit dans le film, pour le film Nimona, Donjons et Dragons a un style assez spécifique. Il a un style un peu médiéval, fantasy, et c'est un style qui me tient à cœur. Sachant que le Seigneur des Anneaux, c'est quand même ma trilogie préférée, et j'ai quand même été déçu malgré tout par certains films de cet univers un peu fantasy médiéval, notamment un film avec des dragons, justement, du nom d'Eragon. Si vous ne l'avez pas encore vu, fuyez le film et allez lire les livres. Fuyez, pauvre fou! Et en parlant de dragons, justement, Donjons et Dragons, et évidemment qu'on a un dragon, et assez bedonnant d'ailleurs, c'était même assez original de le voir comme ça, et c'était pas décevant, même, c'était même plutôt rigolo, et il m'a fait même penser au roi Gobelin, justement, dans le Hobbit, pour revenir un petit peu dans l'univers de Tolkien. Mais malgré toutes ces éloges que je fais, il n'est toujours pas dans le top 10, on va donc passer au suivant, qui le touche de vraiment très près. Il est vraiment sur le tapis, en fait, juste devant la porte. On va parler évidemment de John Wick, chapitre 4. Donc John Wick, bon, pour la plupart vous connaissez un petit peu l'histoire de John Wick, hein. C'est un mec qui a été un peu un tueur à gages, et un jour, alors qu'il avait pris sa retraite, il y a des mecs qui viennent lui voler sa bagnole et buter son chien. Et là on est quand même sur le 4e film où John Wick se venge encore et encore de ces personnes qui en fait cherchent à le tuer parce que du coup il a tué des gens. En fait on lui tue son chien, il tue des gens, il a tué des gens donc on cherche à le tuer, donc du coup il tue
tue les gens, etc. C'est un cercle sans fin. C'est l'histoire de la vie. C'est le cycle éternel de John Wick, et nous allons le suivre notamment au Continental de Osaka, si je me trompe pas. C'est vraiment très intéressant de le voir comme ça d'ailleurs, parce que c'était le premier, c'est pas le premier Continental étranger qu'on voit, mais c'était une manière originale de l'aborder. On le voit principalement à Paris, comme le montre également l'affiche du film, où on me dit dans l'oreillette une des scènes phares du film qui a été tournée au niveau des Champs-Élysées, que ça n'a pas été tourné vraiment car ils n'ont pas l'autorisation de la ville et d'Anne Hidalgo évidemment, donc ils ont dû faire ça en CGI. Mais ça n'empêche que John Wick, aussi bien littéralement que au sens figuré, il casse des gueules dans ce film une nouvelle fois. Bon voilà, c'est aussi pour ça qu'il touche de très près mon top. Il va pas plus loin non plus, je préfère honnêtement le 3, parce que si bis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Merci, Mission Cléopâtre. Nous allons donc intégrer directement le top 10. Numéro 10. 私の世界まだ道半ばだよ。母さん。真人、私の仕事を継いでくれぬか。 Le garçon et le héron de Miyazaki. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la chaîne et qui n'ont pas vu les dernières vidéos, nous avons traité de ce film, justement, Le Garçon et le Héron, qui était mon premier Miyazaki de toute ma vie. Et oui, j'ai été dépucelé par Le Garçon et le Héron. Si ça c'est pas beau, on m'a beaucoup insulté ensuite. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vais aller très vite quand même, parce que du coup on en a déjà parlé. Pour avoir mon avis en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sur la chaîne, Le Garçon et le Héron. C'est mon numéro 10, c'est mon zizou. Je vais pas m'étendre dessus, on va passer au suivant. Numéro 9. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume, nous sors pas tes excuses débiles là. Tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Je verrai toujours vos visages. Donc c'est un film, pour remettre dans le contexte, parce que du coup ce sera important pour la suite. Ce jour-là, j'ai vu 3 films. Je verrai toujours vos visages, The Whale et The Son. Ce sont des films qui m'ont fait pleurer toutes les larmes de mon corps, toute la journée. À la fin, j'ai voulu me foutre en l'air dans la Loire, tellement j'étais triste. Vraiment, ça m'a bouleversé. Chaque film m'a pris les tripes, me les a retirés, m'a fait pleurer un bon coup, me les a remis, puis retirés à chaque séance, pour recommencer ainsi de suite. Et je verrai toujours vos visages, je me suis dit, bon, c'est un film français un peu dramatique, bon bah voilà, mais il y a des acteurs que j'aime bien, et bah franchement c'était top, parce que ce film traite de la justice restauratrice, donc c'est-à-dire que c'est un concept qui a été instauré depuis une dizaine d'années si je me trompe pas. En fait c'est de mettre un groupe de parole avec des agresseurs et des victimes, donc en tout genre, etc., pour parler de leur parcours et de partager justement sur leur motivation, leur ressenti avant, après, le pourquoi du comment, et c'est vraiment une évolution de mentalité, que ce soit au niveau des agresseurs que des victimes, bah pour comprendre ce qui leur est passé par la tête, ce qu'ils ont subi après, leur peur, etc. Et c'est vraiment très beau. Et en parallèle de ça, on suit Adèle Exarchopoulos, qui a été victime en fait de viols incestueux durant son enfance, et qui monte un dossier pour justement ne plus jamais voir son frère, car c'est lui qui a été son agresseur. Et c'est vraiment très prenant. Moi qui avais toujours vu Adèle Exarchopoulos dans des films un peu humoristiques, notamment dans La Flamme ou Le Flambeau, plus récemment était dans Voleuse, bon, je suis pas fan du film, il y a encore moi de son rôle, mais là en tout cas, dans Je verrai toujours vos visages, c'était vraiment un très bon choix de casting, aussi bien pour elle que pour les autres. C'était vraiment top. C'est un film qui m'a vraiment pris les tripes, et c'est pas souvent que ça arrive, parce que même si je suis un peu un petit cœur fragile, c'était un film poignant, intéressant et à la fois touchant. Donc c'est un film vraiment qui partage ses émotions, que ce soit au niveau des victimes, que ce soit au niveau des agresseurs. En soi, dans le film, on comprend un petit peu le pourquoi du comment, alors que pourtant on se dit ouais mais c'est les agresseurs, c'est des connards, ils ont pas réfléchi, machin et tout. Certes, les agresseurs n'ont pas connu une vie facile, ils essayent d'expliquer tant bien que mal, avec leurs difficultés à eux, parce que du coup il y en a qui ont du mal à s'exprimer aussi. Et en même temps, on a envie de prendre leur défense, parce que du coup les victimes aussi, elles leur tombent dessus. Donc on a un peu vraiment le cul entre deux chaises, même si on est vraiment plus du côté victime. Et quand on apprend à connaître au fur et à mesure justement
les agresseurs, quand ils parlent de leur motivation, de leurs histoires, etc. Et bon, on se rend compte qu'en fait, même si c'est les agresseurs qui ont brisé des vies, que ce soit moralement ou même physiquement, ça reste des êtres humains. S'ils participent à ce projet de justice restauratrice, c'est aussi pour se reconstruire eux-mêmes et également faire partager leur expérience aux autres, notamment aux victimes qui en ont besoin pour avancer. Et finalement, c'est ce que raconte ce film. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand même l'écriture, les dialogues et le jeu d'acteur qui était vraiment très bon pour ces acteurs et actrices. Et la mise en scène, c'est vraiment le top du top. Mais c'était quand même très intéressant de voir ce truc-là que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment très instructif. Ça a été un très bon film français. Je le recommande à toutes et tous. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un très beau film. Il est disponible, je crois, sur Canal, à la demande si vous l'avez évidemment. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le souhaitez. On va donc passer au suivant, numéro 8. It's a mystery, and mysteries have a way of driving people mad. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc cette fois-ci, on n'a pas de vidéo dessus non plus, on n'a pas estimé qu'il y avait besoin car on en parlait dans les tops. Donc moi c'est mon numéro 8, Hunger Games. C'est un préquel à la saga que l'on connaît avec notamment Jennifer Lawrence. Donc à savoir que pour moi les livres étaient vraiment très bien, mais les films ça allait vraiment décrescendo. C'est-à-dire que pour moi le 1 c'est meilleur des films. Le 2 ça passe encore, le 3 partie 1 c'est pas possible, et 3 partie 2 encore moins. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même assez subjectif. Pour moi le 1 reste le meilleur, et justement j'ai eu peur en voyant ce nouveau film Hunger Games, parce que je me suis dit c'est quand même le réalisateur des suivants, donc c'est pas le réalisateur du premier, et au final il a quand même réussi à me toucher malgré tout, à m'intéresser tout au long du film. Et ce film justement il traite des débuts de Coriolanus Snow, celui qu'on connaîtra plus tard comme étant le président Snow. Donc on le voit, c'est au niveau des 3e, 4e Hunger Games si je me trompe pas, où on le voit en tant que jeune étudiant qui souhaite aller accéder à l'université pour ensuite devenir plus tard, comme on le sait, le président. On le voit sponsoriser un tribu, notamment une tribu du district 12, évidemment, sinon ça serait pas rigolo. Et ça raconte vraiment cette histoire-là, cette évolution de relations qu'ils ont entre eux deux, mais également l'évolution de mentalité de Snow, où on voit, on comprend au fur et à mesure pourquoi il est devenu aussi froid comme la neige. Et c'était vraiment intéressant, on le voit aller, finalement, ouais, c'est pas bien, faut arrêter, faut sauver les tribus, machin et tout. Finalement, non, vas-y, c'est bon, on s'en fout, il meurt. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment il évolue, notamment vis-à-vis du district 12, car il n'a pas forcément une histoire avec la tribu, et une histoire aussi avec le district en lui-même. Donc c'est un film qui m'a vraiment touché parce que c'est une saga qui me tient à cœur aussi malgré tout. C'était intéressant de le voir comme ça parce que j'ai pas lu le livre. J'ai appris plus tard qu'il y avait un livre qui avait inspiré ce film. Je ne l'ai pas lu, mais ce film pour moi était vraiment très intéressant. Après c'est vrai que ce que je reproche au film, c'est que à certains moments on voit partie 1 tel truc, partie 2 tel truc, partie 3 tel truc. Donc en fait c'est que le film soit divisé en plusieurs parties. Mais après ce qu'on me répond souvent c'est que oui, mais dans tous les cas un film est forcément divisé en parties. Oui, ça je le sais déjà. Mais moi ce qui me gêne c'est de l'afficher en fait. On n'est pas au théâtre etc. On dit pas partie 1 c'est ça, partie 2 c'est ça. Enfin je le sais déjà. Pas besoin de me le dire. C'est tu fais un truc fluide, ça se suit. Tu mets limite genre 50 plus tard machin et tout, ça me suffit. Pas besoin de mettre partie 1, voilà c'était le moment, partie 2 c'était le moment. Je pense être capable à mon âge de comprendre que le film évolue dans ce sens là. Mais le film reste quand même en 8ème position dans mon top 10 car c'est vraiment un très bon film pour moi. C'est vraiment un film qui m'a pris du début à la fin. C'était vraiment intéressant d'aborder les débuts des Hunger Games car on les connaît avec une grande technologie assez pointue et là justement on les voit avec limite des cailloux et des bâtons quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis en 8ème position. On va donc passer au suivant. Numéro 7. Godzilla -1.
Donc ce film a été réalisé par des Japonais, déjà pour commencer. Donc à savoir que c'est mon premier film Godzilla réalisé par des Japonais. Car comme vous le savez, ces 3 derniers films Godzilla que l'on connaît vraiment ont été réalisés et produits par des Américains, mais à la base la licence est japonaise. Et je n'ai jamais vu de film Godzilla réalisé par les Japonais car c'était assez ancien et j'ai pas forcément l'envie de les regarder et je suis pas forcément fan de vieux films comme ça. Donc c'était mon premier film japonais Godzilla et je n'ai pas été déçu car bien souvent je suis déçu du casting réalisé par des Japonais. Je suis pas forcément fan du jeu d'acteur, mais ce film là en tout cas m'a surpris agréablement. En plus on a eu une petite surprise, c'est qu'au moment où on l'a vu il était en sortie spéciale, on peut dire ça comme ça. Il y avait que 2 séances le jeudi et le vendredi et nous on a eu la chance de le voir en IMAX 3D, vraiment VOSTFR, le top du top. C'était vraiment super. Donc il s'agit de Godzilla durant la Seconde Guerre mondiale et il apparaît devant un pilote qui est kamikaze, mais finalement qui n'est pas si kamikaze que ça car finalement il survit grâce ou à cause de Godzilla. Il revient traumatisé au Japon où il doit survivre en trouvant un nouveau travail dans une ville détruite finalement par la guerre et finalement il rencontre d'autres personnes avec qui il doit vivre, notamment une femme et un enfant avec lesquels il va finalement fonder une famille indirectement et il va rencontrer d'autres personnes avec qui il va travailler et une nouvelle fois rencontrer Godzilla et cette fois-ci on voit que Godzilla évolue dans le sens où au début on le voit il a la taille d'un dinosaure classique et là on le voit il est encore plus grand, plus effrayant et justement on voit un Godzilla qui se mouvoit avec plus de difficulté lorsqu'il marche. Il est vraiment plus lent et c'est vraiment dû à sa corpulence parce qu'il est énorme, il est lourd, il fait vraiment la taille d'un building en fait tout simplement et dès qu'il fait un mouvement c'est un tremblement de terre à lui tout seul. C'est vraiment pas comme dans les Godzilla américains qu'on voit où justement il court comme si c'était un personnage normal. C'est une manière de mettre en scène comme dans Pacific Rim justement où on voit que par exemple les kaiju ou même les Jaeger sont très grands, très lourds et se mouvoient très lentement comme le montre très bien Guillermo del Toro dans Pacific Rim. Le 2 on n'en parlera pas parce que c'est pas Guillermo et en plus parce qu'il est vraiment pas terrible, mais là on parle de Godzilla. Très bon film japonais sur Godzilla et en plus ça touche vraiment la mythologie qu'il y avait déjà autour de lui. C'est-à-dire que Godzilla il a son souffle nucléaire, il ressemble vraiment à un dinosaure dans sa manière de bouger, dans sa ressemblance au niveau du visage même du corps et en plus de ça les Japonais ne tuent jamais Godzilla et ça vraiment on l'a remarqué dans le film et c'était vraiment impressionnant la manière dont ça a été abordé et c'est vraiment un très très bon film, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est numéro 7 de mon top. Donc on va passer à la suite car après Godzilla il y en a quand même d'autres, il est quand même que numéro 7. On va passer au suivant. Numéro 6. We'll all fly away together. One last time. Into the forever and beautiful sky. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors, pour remettre dans le contexte, le MCU a sorti plusieurs films en 2023. The Marvels qui est sorti en novembre 2023, on en parle d'ailleurs dans une des vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, car oui, je ne fais pas que dire n'importe quoi, mais si vous voulez avoir nos avis sur The Marvels, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et il y avait aussi Ant-Man 3, Quantumania en février, pour moi c'est vraiment une catastrophe ce film, avec d'ailleurs le futur, pas grand méchant du MCU qui est Kang, mais actuellement nous parlons des Gardiens de la Galaxie volume 3. Pour moi, c'est le meilleur film du MCU 2023 et même de plusieurs années. J'ai du mal avec cet aspect vraiment très humoristique qu'ont les films du MCU en ce moment. Pour moi, il y a une bonne manière de créer un film très sérieux qui traite de sujets vraiment que le MCU traiterait pas de base, notamment les violences faites aux animaux, que ce soit pour la création de Rocket ou même pour ses comparses, même que ce soit sur l'exploitation de personnes, même de l'esclavage en fait un petit peu, que met en place
reste le maître de l'évolution justement avec les espèces qui veulent faire évoluer, qui manipulent en fait finalement leur fonctionnement. C'est vraiment très intéressant parce que le premier volume des Gardiens de la Galaxie, j'ai beaucoup aimé, je pense comme la majorité aussi. Le numéro 2, je l'ai moins aimé. Je sais pas, j'ai moins accroché sur l'idée de la relation entre Peter et Ego. Voilà, j'ai pas trop aimé vraiment sous plein de raisons et que je n'évoquerai pas ici. Les Gardiens 3 justement me font aimer de nouveau cette équipe et c'est vraiment une belle évolution de sujet très sérieux, toujours avec une petite touche d'humour malgré tout, toujours bon à prendre, surtout en ce moment avec le MCU qui est vraiment en pleine décadence. Donc voilà, le Gardiens de la Galaxie 3 à la porte du top 5, mais c'est vraiment en plein milieu de mon top 10. Il est numéro 6, allez le voir si vous l'avez pas déjà vu et franchement vous serez pas déçus. On va donc passer au suivant, au premier film du top 5. Numéro 5. あなたは怖くはないのか? ソーダさんのいない世界が私は怖いです。君の手に触れた時にだけ震えた。忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。Suzume. Donc Suzume, j'ai un petit passif avec Makoto Shinkai. D'ailleurs, en parlant de ça, Makoto Shinkai qui a réalisé Your Name, qui a été mon premier film justement de ce réalisateur, qui est également sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, Valentin a fait une très belle vidéo dessus, ce n'est pas juste un podcast, c'est une très belle vidéo qu'il a faite, il y a mis tout son cœur, allez la voir. Donc Makoto Shinkai a réalisé Your Name, ensuite Les Enfants du Temps et Suzume pour terminer. Ces films ne sont pas des suites respectives et s'inscrivent juste dans une même série, tout simplement de films dans le même univers, grosso modo. Suzume est un très très beau film. Il est magnifique, aussi bien visuellement que dans l'histoire, que dans la musique. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez aimé Your Name. Les Enfants du Temps, moi je ne l'ai pas vu, je sais que Valentin a un peu moins aimé, mais n'hésitez pas à aller voir Suzume les yeux fermés. Oui et non, vous pouvez ne pas hésiter à aller le voir, mais en même temps si vous avez les yeux fermés, vous n'allez pas admirer la beauté du film. Donc vraiment profitez-en. C'est un film vraiment étonnant, car on s'est quand même retrouvé à être triste, à verser une larme pour une chaise. Oui, oui, vous avez bien entendu, on a pleuré pour une chaise. Donc en voyant le film, vous saurez pourquoi. Sans le voir, vous ne comprendrez pas, vous nous prendrez pour des cons. C'est un très beau film, une belle histoire. Donc Suzume, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui rencontre par hasard en fait un jeune homme qui a pour mission de fermer les portes, car si ces portes s'ouvrent, de grands malheurs arrivent au Japon et ces grands malheurs ne sont pas visibles aux yeux de tout le monde. Ça crée en fait tout simplement des catastrophes naturelles. Et c'est vraiment un voyage spirituel avec des gardiens, notamment la chaise, évidemment. Finalement, ces grandes catastrophes sont justifiées par des grands malheurs un peu spirituels, etc. C'est sans doute une manière d'expliquer les choses au Japon, peut-être dans leur mythologie, dans leurs croyances. C'est vraiment très bien expliqué, c'est vraiment très beau. La musique est incroyable, le piano est vraiment incroyable. Makoto Shinkai, je pense qu'il a un faible aussi pour le piano, car c'est vraiment très beau. L'histoire d'amour, d'amitié qui est représentée dedans, très belle. Il est vraiment dans la même lignée que Your Name, que ce soit au niveau de l'histoire d'amour, au niveau de la musique, au niveau de l'histoire du temps, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo déjà de Your Name, mais aller voir Suzume également, ce sont vraiment des films magnifiques. On va passer ensuite au quatrième film de mon top. Numéro 4. Who do you think you are? Really? We are supposed to be the good guys. We are. Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc ce film est une suite de Spider-Man Into the Spider-Verse qui est sorti en 2018 et c'était une claque visuelle. Vraiment, ce film d'animation Spider-Man, magnifique, la musique était incroyable, l'histoire aussi dans le Spider-Verse et c'était vraiment très intéressant déjà de voir un Spider-Man en animé et bien réalisé. Car les derniers Spider-Man qu'on a vu avec notamment Tom Holland, vraiment, heureusement qu'ils ne sont pas sortis en 2023 qu'ils ont fait partie de la saga des flops. Mais aujourd'hui nous sommes là
pour Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est un film en 2 parties. La première partie, c'est celui-ci. La deuxième partie arrivera dans quelques années. Donc, ce film traite justement de Miles Morales, toujours évidemment, qui rencontre un personnage qui s'appelle La Tâche. Quand même assez drôle d'avoir un nom qui s'appelle La Tâche, que généralement on dit une tâche sur une tâche, ça se voit pas, mais là pour le coup on le voyait bien. Pour lutter contre La Tâche, il est aidé par Gwen Stacy notamment, qui pourtant avait pour ordre par d'autres Spider-Man du Spider-Verse tout simplement de ne pas venir car il était dangereux pour le Spider-Verse, car il y a des événements canevas qui sont importants pour les Spider-Man, mais que lui cherche à modifier, à même annuler, car notamment la mort de l'oncle Ben serait importante pour la création du Spider-Man, mais lui cherche à tout prix à l'éviter, car la mort de l'oncle Ben pour lui signifierait la mort de son père. Donc on raconte vraiment cette aventure, ce croisement entre Spider-Man, entre ceux qui veulent le forcer à accepter la chose et lui qui refuse, et d'autres qui l'aident également pour le sauver. Déjà visuellement, comme je dis pour le premier, c'est vraiment une claque, et là pour le deuxième c'est encore mieux. Les dessins sont magnifiques, les styles sont vraiment un style punk, etc. C'est vraiment très beau, les musiques incroyables encore une fois, et le fait de l'avoir vu en IMAX, je pense que ça joue beaucoup. On y a pensé avec Valentin parce que lui il l'a vu aussi en séance normale, notamment quand Gwen fait la voix off. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie différence parce que là on sent que le son est différent, etc. et ça joue vraiment beaucoup. Et chaque Spider-Man a vraiment sa manière d'être dessiné vraiment assez particulière. On se dit mais attends, mais il y a je sais pas combien de Spider-Man, il y a je sais pas combien de manières dans lesquelles ils sont dessinés, et c'est vraiment top. L'animation est vraiment kiffante du début à la fin. On a des Spider-Man, genre il y en a un, il est à moitié vampire ou je sais pas quoi, l'autre c'est un Spider-Cochon, l'autre c'est une Spider-Woman sur une moto qui est enceinte, machin et tout. Je précise que c'est la Spider-Woman qui est enceinte, c'est pas la moto. Je parlais du style punk, on a un Spider-Man qui est punk dans une société londonienne en plus, il est anarchiste, il est vraiment pas mal. Vu qu'il est anarchiste, il est vraiment contre la société, on va dire, capitaliste. C'est la société du Spider-Verse. Il va d'ailleurs aider Miles un petit peu. On voit un Spider-Man indien, et qui était plutôt bien. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner un Spider-Man indien? Et c'était plutôt bien réalisé, au niveau du changement des noms, au niveau de l'animation, etc. C'est vraiment très beau. Le seul problème qu'on pourrait donner, c'est que, comme Valentin le dit dans la vidéo de la chaîne, donc il explique son point de vue dans lequel justement, un des plus gros reproches, c'est que c'est un film en 2 parties, donc ce n'est pas un film complet. Et moi justement, j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est ce qui m'a plu un petit peu quand même, malgré tout, parce que c'est un film qui te donne envie de voir la suite. C'est un film qui, pour moi, se satisfait quand même de lui-même. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce film. Mais le plus important reste à venir. Nous sommes au pied du podium du top 3. Nous allons donc passer au film suivant. Numéro 3. Your lands will be overrun. This is all lies! We can defeat them. United. We go back into an age of darkness. The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. Donc pour anecdote, The Last Kingdom est une série produite par Netflix qui est disponible sur la plateforme, et c'est une de mes séries préférées. Donc ce film-là, évidemment, va être un film que j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que c'est un film qui clôture la série. Donc déjà j'ai un passif avec ce film, à savoir que vous pouvez le regarder tout seul, sans avoir vu la série. C'est important de savoir ça, parce que vous n'avez pas forcément besoin de vous taper les 5 saisons de The Last Kingdom. C'est toujours mieux, parce que du coup on a le passif des gens, on a leur histoire, on a vraiment leurs relations qui sont développées pendant 5 saisons justement. C'est vraiment très intéressant. Moi je sais que ce film là je l'ai vu en ayant vu les saisons encore et encore et encore. Pour moi c'est vraiment la meilleure façon de clôturer la série. Mais je sais par exemple que mon père notamment a vu le film avant de voir la série et il a beaucoup aimé. C'est ce qui lui a donné envie justement de regarder la série. Donc pour en revenir au film, Uhtred, le personnage principal que l'on voit sur l'affiche, est actuellement seigneur de Northumbrie et doit combattre toujours pour fonder ce qui va s'appeler plus tard l'Angleterre, donc après avoir unifié les différents royaumes. Et justement Seven Kings Must Die donc termine bien la série. C'est le grand dénouement. Un film qui termine la série doit être important. Donc ce film traite de royaumes combattants aussi bien vikings que saxons. Donc nous avons de très belles scènes d'action d'ailleurs, de combat en groupe, individuel, et nous avons également de très belles histoires d'amour, de passion envers les personnages, qu'elles soient aussi bien amicales qu'amoureuses évidemment. Et c'est vraiment
vraiment un très bon film pour cette époque un peu médiévale, encore une fois. Je pense que vous avez dû comprendre depuis le temps que j'aime beaucoup ce style un peu médiéval, un peu fantasy. Et c'était vraiment très beau, les chorégraphies sont très bien faites, elles sont lisibles, pas comme dans certains films qui seront dans les flops. Voilà, c'est vraiment un très beau film qui me touche vraiment, par mon passif de la série, mais c'est reste un bon film d'action que vous pouvez voir chez vous tranquillement, sans vous prendre la tête. C'est 2 heures de film, n'hésitez pas à aller le voir. J'en dis pas plus parce que je suis quand même très attaché à la série, donc j'ai du mal à me justifier sans en parler. N'hésitez pas à aller le voir pour vous donner votre avis, donc peut-être que ça vous donnera envie de regarder la série, ou soit regarder la série et vous finissez avec le film, c'est à vous de voir. En tout cas, je sais que pour moi ça reste quand même mon top 3 des films 2023, donc on va passer à la suite. Numéro 2. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. The Whale. Donc, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, notamment avec Je reste sur vos visages, je l'ai vu dans la même journée avec The Son, c'est le film qui m'a le plus bouleversé des 3. Donc à savoir que ce film reprend la pièce de théâtre du même nom. Donc dans The Whale, on suit Charlie, qui est prof d'anglais, qui est bloqué chez lui à cause de son obésité morbide et de toutes ses galères du quotidien, notamment se déplacer, se nourrir, etc., qui sont vraiment très compliquées pour lui dû à ses conditions physiques. Et on le suit donc dans son quotidien avec son infirmière personnalisée. On voit également la relation avec sa fille et c'est vraiment intéressant de voir ce développement. Je ne connaissais pas la pièce de théâtre, donc je suis venu vraiment en me disant bon bah voilà, qu'est-ce que ça va être. Le film était assez populaire à ce moment-là, donc il y a eu des récompenses, notamment avec Brendan Fraser qui a eu l'Oscar du meilleur acteur avec ce film. Donc ce n'est pas pour rien, franchement allez-y, vous verrez pourquoi il a eu cette récompense et c'est totalement justifié. C'est un film qui m'a pris au trip. J'ai cru tout au long du film que le personnage allait vraiment évoluer de manière assez positive, mais sauf que justement ce film nous montre que tout n'est pas rose, que tout il est pas beau dans le monde. Il y a aussi beaucoup de négativité, beaucoup de noirceur, et on voit finalement les travers d'une personne qui tente d'aller mieux, mais c'est difficile parce que du coup c'est une maladie malgré tout, l'obésité morbide, et on voit son quotidien qui va vraiment en dents de scie, et on est vraiment compatissant avec lui. On prie en fait de toute notre force pour qu'il aille bien, et finalement le film nous montre que finalement c'est peut-être pas aussi simple qu'on le croit. Ce film a également un double sens au niveau du titre. The Whale, il traite aussi bien du physique de Charlie qui est quand même assez imposant, mais également de l'histoire de Moby Dick dont il est très attaché de par une dissertation réalisée par sa fille. Donc c'est vraiment assez symbolique et très beau. C'est un film très prenant. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez un cœur, et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé si vous l'avez déjà vu. Et pour passer à la suite, car ça fait déjà un petit moment que vous m'écoutez, on arrive avec le top du top de 2023. Numéro 1. I'm in so much trouble, Manny. We have to leave now. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world. Babylone. Film sorti en janvier 2023 que nous avons eu l'honneur de voir en avant-première au cinéma, et c'était magnifique. Dans ce film, on suit les aventures de différents acteurs du cinéma, que ce soit aussi bien acteurs que caméraman, que petit bonhomme qui fait les petites tâches ingrates pour les personnes du tournage, et on voit justement l'évolution du cinéma, car au début il est en noir et blanc, il est muet. On suit également la décadence qu'il y a dedans avec tous les abus, que ce soit alcool, drogue, sexe. On voit, excusez-moi du terme, on voit un putain d'éléphant dans une soirée avec des montagnes de coke, et justement dans ce monde de débandade, on suit également le quotidien des acteurs et actrices et autres personnels du cinéma qui subissent et même qui avancent avec l'évolution du cinéma. On suit l'évolution du cinéma qui était muet et ensuite qui devient parlant. Donc c'est quand même une sacrée évolution pour les acteurs et actrices de l'époque. On voit par exemple l'acteur joué par Brad Pitt qui était déjà une bête au
cinéma en tant qu'acteur muet et qui essaye de se mettre au parlant justement pour continuer d'être à la page, et il voit que justement finalement ça marche peut-être pas tant que ça, hein. Donc est-ce qu'il faut peut-être pas mieux d'arrêter, est-ce qu'il est peut-être pas un peu dépassé, est-ce qu'il est pas un peu boomer, rien qu'en le disant je suis boomer déjà, donc voilà. Et on voit également les actrices et acteurs qui arrivent à s'habituer plus ou moins, que les acteurs du cinéma aussi évoluent. À la base c'est un petit mec qui fait les petites tâches ingrates et qui évolue au fur et à mesure, qui devient réalisateur, et on suit vraiment cette évolution qui était très belle. La musique elle est incroyable. Dans les musiques de l'année de 2023 de Valentin, il y a 4 musiques sur son top 5, ce sont des musiques du film. Donc est-ce qu'il est accro au film? Je ne sais pas, je pense que oui, peut-être. Moi en tout cas je sais que la musique, je l'ai trouvée incroyable du début à la fin, c'était vraiment impressionnant, la musique qui reste dans la tête du début à la fin est vraiment prenante. Pour ce film, je n'ai trouvé vraiment aucun défaut. La mise en scène, elle est tout bonnement incroyable. J'étais toujours dans le film, alors que le film dure 3h10, quand même assez long, même si ça devient un peu commun en ce moment au cinéma d'avoir les films aussi longs. Je n'ai pas lâché une seule fois le film, c'était vraiment incroyable. La musique, j'en ai déjà parlé, mais elle était tellement prenante que du coup j'avais limite envie de faire la fête avec les acteurs et actrices. C'est vraiment incroyable, et le jeu d'acteurs est monstrueux. Je ne comprends pas pourquoi ce film là a fait un bid au box-office, notamment aux États-Unis, parce que j'ai ressenti tellement d'émotions dedans. Pour moi en fait, dès qu'il y avait une émotion particulière, je la ressentais en même temps que les acteurs, j'étais au même stade qu'eux, et c'était vraiment incroyable de suivre les acteurs du début à la fin. Pour certains, on les suit dans leur histoire de très près, mais ces acteurs, on voit pourquoi ce sont des monstres du cinéma actuel. Je le répète encore une fois, j'ai pas lâché le film, 2-3h10, alors que pourtant au bout d'un moment c'est dur, c'est long, surtout le soir. Là le film était vraiment top, c'est pas mon numéro 1 pour rien. Après certains vont dire j'ai des goûts de merde, d'autres non, je sais pas, ce n'est que mon avis, mais le film était vraiment top. Il me reste plus qu'à aller voir La La Land du même réalisateur, qui est Damien Chazelle, que je n'ai toujours pas vu, car je n'ai jamais eu l'occasion, ni même l'envie, mais ça se fera sous peu. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de donner votre avis en commentaire, d'aller voir mon compte Sens Critique dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, surtout de mettre la petite cloche avec les notifications. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo des top 10 de Valentin, et également sortira sous peu la vidéo des sous-merdes 2023. N'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Ciao!